Euh, j'ai eu un empêchement. Euh, le cours d'aujourd'hui, normalement, il va être consacré pour les centrales éoliennes. Les centrales éoliennes, donc, ce sont des centrales que l'on installe en parc, c'est-à-dire on installe plusieurs éoliennes, comment dire, côte à côte, et évidemment, elles sont branchées en parallèle, donc pour avoir la somme des puissances de toutes ces centrales. Bien, les éoliennes, donc, elles demandent un vent permanent. Donc, faut qu'il y ait des zones où le vent souffle de façon permanente. Et l'idéal aussi, c'est d'avoir une vitesse constante, c'est-à-dire euh, avoir à peu près, hein, en gros, une vitesse de rotation des pales de la turbine constante, bien que ce n'est pas évident. Hein. Donc, on ne peut pas contrôler totalement la vitesse. Et c'est ça le grand problème dans les centrales éoliennes, c'est que la vitesse varie beaucoup. Parfois, le vent souffle très fort, parfois, c'est assez long. Donc, il faut faire évoluer la technologie de façon à ce que la centrale ou bien l'alternateur fonctionne en permanence et donne surtout une tension à la même fréquence, c'est-à-dire la fréquence du réseau 50 Hertz. Et assez souvent, aujourd'hui, on utilise les machines synchrones dans certaines éoliennes, euh, justement pour en partie répondre donc à cette question de vitesse. Bien, donc l'éolienne, c'est quelque chose comment dire, qui représente une énergie renouvelable tout à fait, comment dire, ami de l'environnement, hein, parce que le, la source d'énergie, c'est le vent, c'est la puissance du vent, et l'énergie est directement donc transférée en alternatif. Elle est directement transférée en alternatif et évidemment transmise au réseau. Il n'y a pas donc cette histoire, cet aléa de possibilité de stockage, etc., qui est vécu par les centrales à énergie solaire, surtout les centrales photovoltaïques. Et aussi donc l'aléa de la conversion du continu vers l'alternatif. Bien, donc le, le fonctionnement est tout simple. Hein, le fonctionnement est tout simple. Regardez ici, on prend un exemple d'une centrale éolienne. Euh, voilà. Donc voilà un peu la centrale éolienne classique, turbine éolienne entraînant une petite génératrice à courant continu. Donc ici on a ce qu'on appelle les pales ou bien l'éolienne. Hein. Donc on a les ailettes, ça remplace la turbine. Donc c'est la turbine qui est là. Donc il y a le vent qui vient dans ce sens-là. Et donc, avec la force du vent, donc l'éolienne va tourner, donc les ailettes vont tourner. Et donc, l'énergie du vent, elle est convertie en énergie mécanique sur l'arbre de rotation. Évidemment, le rendement est très faible ici. Hein, donc, le rendement est très faible parce que le vent, il vient un peu partout, sur les côtés, etc. Et donc, ce n'est pas toute la force du vent qui est convertie donc en énergie mécanique de rotation. Donc, le vent va faire tourner cette turbine, c'est-à-dire ces ailettes, hein, qui est à la place de la turbine. Donc, elle est reliée donc à une génératrice ici. Bon, la génératrice, elle est là. Là, c'est un réducteur de vitesse. Hein, donc, il faut toujours ajuster la vitesse à une vitesse à peu près constante. Donc ça, c'est un système de réduction
de vitesse, de façon à ce que la vitesse au niveau donc de l'arbre de la génératrice, qui peut être soit une machine synchrone, comme c'est le cas des centrales classiques, donc les centrales thermiques, les centrales hydrauliques, c'est des machines synchrones, donc c'est des alternateurs, soit une machine à courant continu, ici c'est une génératrice à courant continu, donc qui va donc donner une tension continue. Donc, le problème, c'est que avec la tension continue, soit la stocker ou dans la majorité des cas, donc il faut utiliser des onduleurs qui posent certains problèmes. Donc, il faut utiliser des onduleurs pour convertir donc cette énergie continue, la convertir en alternatif. Et ensuite, de l'alternatif, évidemment, il faut l'élever avec un transformateur. Donc, on met un transformateur élévateur pour envoyer cette énergie vers le réseau à une tension qui est égale à la tension du réseau et aussi à une fréquence qui est égale à la fréquence du réseau. Mais comme on travaille en continu, donc la question de vitesse n'est pas très, très contraignante du fait que l'énergie continue qu'on reçoit ici, elle est convertie donc en alternative 50 Hz par l'électronique de puissance. Donc le problème ne se pose pas. Bon, ensuite, on va avoir à régler le problème donc de conversion continue, alternative, et les problèmes, et résoudre les problèmes donc d'harmonique, etc., qui sont liés avec ça. Ou bien, carrément, on installe ici un moteur asynchrone qui fonctionne en génératrice, donc un moteur asynchrone, une génératrice asynchrone, donc on l'entraîne donc le rotor et au niveau du stator, donc on reçoit l'énergie donc alternative donc au niveau donc de la partie statorique. Voilà donc le principe de fonctionnement de l'éolienne, sauf que donc l'énergie primaire, ce n'est pas l'eau comme les centrales hydrauliques, ce n'est pas la vapeur d'eau ou bien la vapeur de gaz brûlé, comme c'est le cas des centrales thermiques, donc des centrales thermiques à gaz et à vapeur, et aussi comme c'est le cas des centrales nucléaires, parce que la centrale nucléaire aussi travaille avec de la vapeur d'eau. Bien, donc ici, donc l'énergie primaire, c'est le vent, donc qui va faire tourner les éoliennes. L'Algérie dispose d'un potentiel éolien enfin acceptable. C'est pas comme les pays, par exemple, qui font face à l'océan, comme la Hollande, l'Allemagne, la France, la Belgique, etc. Ces pays-là sont des pays qui ont des l'Angleterre également. Donc, ce sont des pays qui ont des façades sur l'océan Atlantique. Et donc, vous avez des zones où le vent souffle en permanence avec une intensité régulière, plus ou moins régulière. Et donc, ça permet à ces pays-là d'avoir beaucoup d'énergie en matière donc de conversion éolienne. Vous prenez par exemple l'Allemagne, elle produit beaucoup plus que ce qu'on produit par les énergies fossiles, c'est-à-dire par le gaz et le mazout. Donc, elle produit beaucoup plus que nous. Il y a aussi les États-Unis qui produisent beaucoup d'énergie éolienne et évidemment aussi la Chine qui est un grand pays aussi. Donc, plus on a de l'espace, plus on a des zones où le vent peut être exploité pour la production éolienne. En Algérie, je crois qu'il y a une zone du côté de Béchar Tindouf, donc c'est au sud-ouest, une bonne zone donc de production éolienne. Il y a aussi au sud d'Alger
donc dans la région donc donc au sud de Médéa, donc la région comment elle s'appelle au sud de Médéa, c'est Qsar Bukhari et Djelfa. Donc la région Qsar Bukhari, Djelfa, etc. Donc peut-être même Ain Sara. Donc toute cette zone-là, il y a des potentiels donc d'exploitation pour les centrales éoliennes et ainsi de suite. Et puis aussi les zones montagneuses. Hein. Donc en général, c'est les zones montagneuses où il y a du vent en permanence. Donc on peut installer donc des turbines éoliennes. Bon, en Algérie, pour l'éolien, pour l'instant, c'est pratiquement zéro. Hein. Donc, c'est vraiment. On est en retard sur cette question-là. On est vraiment en retard dans la production d'énergie éolienne, alors que c'est une énergie propre et qui est agréable. Quoi. Bon, il y a les gens qui se plaignent, les Européens notamment, ils se plaignent par le bruit que produisent les éoliennes. Hein. Donc, apparemment, il y a du bruit parce que ce sont de grandes roues. Hein. C'est pas un petit ventilo. Hein. C'est des grandes roues. Et donc, parfois, lorsque le rotor n'est pas bien huilé, la partie rotation, donc il y a des bruits de grincement, donc les bruits de frottement au niveau donc des paliers ou bien des roulements de la rotation. Et puis aussi, il y a des bruits donc, liés à l'impact du vent aussi sur ces grandes ailettes, sur ces grandes roues éoliennes. Mais bon, d'autres se plaignent aussi de l'environnement. Hein. Donc, on vous dit que le paysage n'est pas agréable, donc ça déforme le paysage d'avoir un bord de mer plein de roues comme ça, qui tournent avec le vent, qui émettent du bruit. Bon, ça c'est un problème secondaire parce qu'en général, on les installe loin des zones urbaines, c'est-à-dire loin des agglomérations. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Hein. On est vraiment en retard en ce qui concerne aussi bien en ce qui concerne l'investissement dans l'éolien, mais aussi en ce qui concerne la recherche. Donc, au moins les gens puissent pouvoir installer quelques éoliennes comme ça uniquement pour avoir une énergie en plus. C'est une énergie quasiment gratuite. Une fois que le matériel est acheté, ça y est. Donc, vous avez, comment dire, vous avez une rentabilité assez intéressante. Donc, l'énergie qu'on peut extraire du vent et transformer en électricité, il constitue un supplément intéressant. Donc, c'est un supplément intéressant à l'énergie de base fournie par les centrales donc thermiques et hydrauliques. Les centrales de base, pour l'Algérie, ce sont les centrales thermiques. Et par exemple, pour un pays comme le Canada, donc les énergies de base, c'est les centrales hydrauliques utilisées pour la génération d'électricité à partir de l'énergie éolienne. Hein. Donc, éolienne, pourquoi on l'appelle éolienne? Parce que, bon, c'est les Occidentaux, hein. Aujourd'hui, c'est eux qui font avancer la technologie, donc c'est eux qui donnent les noms. Éolienne, c'est en relation avec Éole, dans la mythologie grecque. Pour les Grecs, vous savez que ils avaient comment dire, des croyances en des divinités pour chaque domaine, donc, ou bien chaque phénomène naturel. Hein. Donc, pour eux, il y a un dieu qui s'appelle Éole, qui est le dieu des vents. Donc, c'est lui qui souffle les vents, hein, il donne les vents. Il y a le dieu de la mer, il y a le dieu euh, comment dire, de la guerre, etc. Donc, pour eux, il y avait plein de dieux, et le dieu de la foudre, etc.
Donc, pour eux, ce sont ces dieux-là qui donnaient la foudre, qui donnaient la pluie, qui donnaient le vent, etc. Donc, voilà, tout ce qui est donc lié au vent, on l'appelle éolien. Donc, c'est en relation avec Éole. Et les propriétés du vent, donc à cause de la masse de la vitesse de l'air en mouvement, le vent possède une énergie cinétique. Donc, le vent il est en vitesse, donc, et l'air, donc, c'est une masse. Hein, il a une masse, donc l'air, l'oxygène avec l'azote. Donc, il a une masse et son impact donc, sur les ailettes les ailettes donc, de l'éolienne. Donc, il transfère cette énergie cinétique du vent en énergie mécanique de rotation sur l'arbre comment dire, de la centrale ou bien du groupe éolien. Donc, si on considère par exemple un mètre cube d'air, qui se déplace à une vitesse de 10 mètres par seconde, c'est une vitesse idéale, hein, donc 10 mètres par seconde, comme un mètre cube d'air possède une masse d'environ 1,2 kg. Ça, c'est la densité de l'air. Hein. C'est 1,2 kg par mètre cube. Hein, donc, voilà. C'est comme un c'est par litre. Hein, donc, milligrammes par mètre cube, ça c'est la densité de l'eau. Et la densité plus légère, donc c'est 1 kg par cube d'air. L'énergie cinétique, comme imaginez, c'est des donc, si vous avez dit peut-être en première année, l'énergie cinétique, c'est une demi de M fois V carré. Un demi de terminal. Donc, un demi de M, c'est la masse d'air. V, c'est la vitesse de l'air. Donc, la masse pour un mètre cube, donc la masse mètre cube d'air, donc la masse c'est 1,2 kg. Hein, donc, la vitesse, c'est, on a dit 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, c'est donc 10 au carré, V2. Hein, donc, c'est un mètre par seconde. C'est 10 mètres par seconde au V2. Donc, on va trouver ici de 60 joules. Hein. Donc, voilà. On réussit à ralentir cette masse d'air à l'aide des dispositifs et à l'amener à l'arrêt complet. On pourra récupérer cette énergie cinétique. On met un dispositif de net, donc un chip, qui va s'opposer un peu au mouvement de ce vent-là. Et donc, on transfère donc, en énergie pour faire tourner. En fait, donc on arrête le vent, mais cette énergie est transférée dans l'énergie qui va faire cette turbine. Donc, cette énergie. C'est-à-dire, la turbine, c'est la turbine, hein, c'est les ailettes, hein, donc c'est les ailettes. Donc l'arbre de la turbine, on fait un réducteur de vitesse ici pour avoir à peu près la même vitesse, quelle que soit la vitesse du vent. Et donc on entraîne, donc avec ça, on entraîne donc le rotor de la génératrice. Hein, ça peut être une génératrice alternative ou continue. Donc on entraîne le rotor de la génératrice. Et cette génératrice, moyennant une excitation externe, ou à la limite, on peut en trouver un autre moyen, donc en excitation parallèle
ou bien avec des électroaimants, plutôt avec des aimants permanents. Donc, on crée cette excitation et donc l'énergie mécanique est transférée donc en énergie électrique, selon donc le principe de la loi de Faraday et de la force de la place. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, on est là. Donc, considérons maintenant une surface verticale de 1 mètre carré. Voilà, ça à 1 mètre carré par un vent à 10 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du vent. C'est la surface des ailettes donc de l'éolienne. C'est la surface des ailettes de l'éolienne. Donc, cette surface est traversée par un volume d'air de 10 mètres cubes. De 10 mètres cubes à chaque seconde. D'accord? C'est le volume, c'est la surface fois, donc ici, 10 mètres par seconde. Donc, fois la vitesse. Donc, je vais avoir par seconde donc un volume d'air de 10 mètres cubes pour chaque seconde sur les ailettes de l'éolienne. Par conséquent, la puissance disponible par mètre carré de surface perpendiculaire au vent, c'est-à-dire la surface des ailettes. Hein. Alors, c'est 60 joules par mètre cube. Donc, ça, c'est l'énergie. Ça, c'est pour 1 mètre cube d'air, fois le volume. 1 mètre cube, donc c'est 10 fois 10 mètres cubes par seconde. Donc, c'est le volume par unité de temps. Et donc, ça va donner donc, une puissance de 600 joules par seconde. Donc, 600 joules par seconde, c'est des watts. Hein. Joules par seconde, c'est watts. Hein. Donc, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Hein. L'énergie en joules égale à la puissance en watts fois le temps en secondes. Donc, les 600 joules par seconde, donc vous avez 600 watts et donc une surface donc de 1 mètre carré avec un vent de 10 mètres par seconde peut nous donner une seule éolienne. Hein, peut nous donner 600 watts. C'est une puissance assez significative, elle est importante. Si on généralise ce raisonnement, on arrive à la formule suivante qui donne la puissance approximativement du vent en fonction de la vitesse. Donc, P égale 0,6 fois V fois la vitesse au cube. Donc, tout ça, toute cette démarche-là, donc on a abouti donc à cette formule empirique donc, qui donne directement la puissance électrique donnée par le groupe éolien en fonction de la vitesse du vent. Hein, donc, 0,6 fois la vitesse du vent au cube. Donc, c'est la combinaison de ces deux formules. Hein. Ce sont des formules de la physique. Et là, c'est pratiquement une formule empirique. Hein. Donc, où P est la puissance par mètre carré, faisant face au vent. Donc, c'est la puissance par mètre carré de surface. Et V, c'est la vitesse du vent. Donc, vous voyez que les centrales éoliennes, pour une petite surface hein, de 1 mètre carré, on peut avoir une puissance assez significative, c'est-à-dire on peut avoir 600 watts. Ce n'est pas le cas pour les panneaux solaires. Hein. Donc, les panneaux solaires, pour avoir 600 watts, il faut mettre une grande surface de panneaux solaires, donc de cellules photovoltaïques. Voilà un peu l'avantage de l'éolienne. Et donc, les éoliennes aujourd'hui, elles ont une telle dimension que vous pouvez avoir des dizaines de mégawatts hein, comme énergie produite. Et c'est des énergies assez importantes et assez significatives. Et en plus, lorsque vous avez une zone
comme le solaire, lorsque vous avez une zone qui est soumise donc au vent, qui est bien ventée, eh bien, vous pouvez installer autant de centrales, autant plutôt de groupes éoliens que vous voulez. Et donc, vous avez la puissance totale, c'est la somme des puissances de chaque éolienne. Hein. Donc, si vous avez 10 ici déjà, vous avez 6 kilowatts. Hein. 6 kilowatts, c'est pour eux, et encore, c'est des petites éoliennes de 1 mètre carré. Hein. Aujourd'hui, les surfaces dépassent de beaucoup cette valeur. Donc, l'équation 2 suppose que le dispositif utilisé pour exploiter cette énergie éolienne réussit à stopper continuellement le vent. Bien sûr, donc le vent, il vient d'un côté, et l'éolienne, donc les ailettes, elles ont tendance à stopper le vent. Mais comme elles peuvent tourner, donc cette énergie donc cinétique stoppée par le vent, enfin du vent stoppé par les ailettes de l'éolienne, donc elle va être convertie en énergie mécanique qui va évidemment faire tourner cette éolienne. Donc, en pratique, une turbine éolienne ne peut pas arrêter complètement le vent, si bien que la puissance maximale que l'on peut extraire du vent est d'environ 30 à 40% de la puissance donnée par l'équation 2. Donc, on ne peut pas extraire toute l'énergie. Donc, il y a une partie du vent qui va être déviée sur les parois. Et donc, ce n'est pas 100% de l'énergie du vent qui va être convertie en énergie mécanique de rotation. Il n'y a que 30 à 40% donc de cette puissance du vent qui va servir à faire tourner l'éolienne. Le reste, bon, c'est un vent qui va impacter et qui va partir, donc qui va être dévié sur les côtés et donc ne va pas contribuer donc à la conversion de l'énergie. Donc, afin de donner une idée sur la vitesse des différents types de vent, on peut établir donc une classification grossière suivante. Donc voilà, en gros, lorsque vous avez un vent léger, une brise, donc un vent faible, la vitesse d'un vent faible, c'est environ 3 mètres par seconde. Et donc la puissance produite par ce vent-là, c'est environ 16 watts pour une surface de 1 mètre carré des ailettes de la turbine, c'est-à-dire 1 mètre carré, c'est cette surface-là. 1 mètre carré, c'est la surface de ces ailettes, hein. C'est leur surface totale. Regardez, il y a la surface des ailettes. En général, on met 3 ailettes. Hein. Ici, on représente 2. En général, on met 3 ailettes. Donc, la somme des 3 surfaces. Donc, lorsque vous avez 1 mètre carré, donc le tableau HDA, qu'est-ce qu'il donne? Lorsque vous avez 1 mètre carré, vous allez donc produire 16 watts. Lorsque le vent est modéré, c'est-à-dire la vitesse du vent est de l'ordre de 7 mètres par seconde, eh bien, on va avoir donc une puissance de 200 watts par mètre carré. C'est beaucoup plus, hein, c'est 0,2 kW, c'est-à-dire 200 watts par mètre carré. Donc, 1 mètre carré va donner 200 watts donc, de puissance. Pour un vent fort, la vitesse du vent fort, elle est de l'ordre de 12 mètres par seconde. On va avoir 1 kW par mètre carré. Donc, 1 kW par mètre carré, c'est encore plus. Donc, c'est 1000 watts. Hein. Et lorsque vous avez une tempête, un vent très fort, la vitesse du vent peut atteindre 18 mètres par seconde. Et donc, on va avoir avec ça, on peut avoir une puissance de 3,5 kW pour 1 mètre carré de surface des ailettes. Donc, un ouragan, c'est supérieur à 32 mètres par seconde. Hein, c'est des grandes vitesses. On peut extraire 20 kW par seconde. Mais en pratique, lorsque la vitesse dépasse les 10 à 12 mètres par seconde, on arrête. Hein, donc, on arrête parce que les vents qui m'aident,
bon, ils ne vont pas être convertis en énergie, mais ils vont casser donc les éléments de votre éolienne. Donc, si le vent dépasse les 12 mètres par seconde, eh bien, dans ce cas-là, il faut prévoir un système de blocage, carrément, blocage du rotor de l'alternateur, plutôt de votre centrale, de votre éolienne, sinon il va casser. Voilà. Donc, les vitesses du vent utilisables par les éoliennes sont comprises entre 5 et maximum 15 mètres par seconde. L'énergie éolienne ne coûte absolument rien et ne produit aucune pollution. Ça, c'est un grand avantage. Mis à part ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème donc du bruit, soi-disant, et aussi le problème donc de l'altération du paysage. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent le paysage n'est pas beau lorsque vous avez un bord de mer qui est plein d'éoliennes comme ça, parce que effectivement on en met plein, hein, en vérité. Donc, cependant, pour exploiter cette énergie, on doit prendre en compte les contraintes suivantes. Alors, quelles sont les contraintes? La vitesse du vent peut fluctuer de plus ou moins 25% sur une période de quelques minutes. Donc, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que les centrales n'aiment pas la fluctuation de la vitesse. Parce que si vous variez la vitesse, vous variez la fréquence. Et un réseau électrique, c'est un inconvénient. Et bon, cet inconvénient, on ne peut pas le trouver dans les centrales hydrauliques et les centrales thermiques, parce que là, on contrôle la vitesse avec le débit qui est contrôlable facilement. Bien, donc, deuxièmement, la direction du vent n'est pas constante. Donc, le vent, il peut aller dans ce sens comme il peut aller dans l'autre sens. Donc, par conséquent, on doit continuellement réorienter la turbine. Donc, les LED, donc l'éolienne, doit avoir donc un arbre, doit avoir un arbre de support qui est plus ou moins réorientable en fonction de la vitesse du vent, c'est-à-dire lorsque le vent vient ici, les être orienté comme ça, mais si le vent vient de se avoir toujours les ailettes directement face au vent. Donc la direction du vent n'est pas constante, par conséquent, on doit continuellement réorienter la turbine pour qu'elle reste face au vent, de façon à optimiser la puissance disponible, c'est-à-dire la puissance produite. Troisième inconvénient, la régularité du vent en direction et en vitesse, elle dépend du site. Elle dépend donc du site, c'est-à-dire la région. Donc il y a des régions où vous avez un vent qui est tout le temps comme ça, dans ce sens-là, toute l'année. Il y a des régions, donc des sites, hein, il y a des sites où vous avez un vent qui est dans ce sens-là, et le soir, il est complètement de l'autre sens. Hein. Comme Alger, par exemple, la région de Belzouar, eh ben, le matin c'est plutôt nord, c'est plutôt le vent du nord qui domine. Hein. Donc c'est nord ou bien nord-est qui domine. Mais en fin de journée, c'est beaucoup plus le sud-ouest. Donc le vent, il vient du sud-ouest vers les zones, les régions d'Alger. Ça, c'est pas bon, hein, c'est pas bon aussi. Donc, il faut des régions où le vent, donc des sites où donc le vent, il vient toujours dans le même sens. On arrête un moment.
Bien, donc on reprend. Alors, donc la régularité du vent en direction et en vitesse, elle dépend donc du site. Donc il faut chercher des sites, c'est-à-dire des lieux où le vent il souffle à peu près dans la même direction pendant toute la journée et toute la nuit. Et aussi, l'idéal, c'est qu'il y ait la même vitesse pour avoir donc la même fréquence. Pour déterminer les meilleurs gisements éoliens, on doit procéder à des relevés de vitesse et de direction des vents sur une période de moins un an. Donc pendant une année, vous allez prendre donc des appareils de mesure donc de la vitesse du vent et de son orientation. Vous allez observer pendant une année pour dire est-ce qu'un site est bon ou pas bon pour la production éolienne. Aujourd'hui, vous avez même des trucs sur Internet où on vous donne la carte des gisements éoliens, c'est-à-dire la carte des lieux où on peut avoir de l'énergie éolienne sur l'échelle de la planète. Donc, c'est des choses qui sont disponibles. Lorsque la puissance du des vents très forts, immédiatement, tempête ou ouragan, on doit agir pour limiter la puissance mécanique de la turbine et la puissance électrique de la génératrice. C'est-à-dire on doit la freiner de cette pour éviter qu'il y ait donc détérioration de la turbine. Bien. Lors de vents violents, on doit réduire le pas des hélices de la turbine ou même arrêter complètement l'éolienne afin d'éviter d'endommager la turbine et la tour qui la supporte. Voilà, donc lorsque les vents sont très violents, donc il faut soit réduire le pas, donc la vitesse de l'éolienne, ou bien donc l'arrêter complètement, évidemment, pour éviter donc l'endommagement mécanique des composants de cette turbine éolienne. Sixième inconvénient, en raison de leur grande hauteur, ce sont des trucs très très hauts, les pales de la turbine constituent une cible naturelle pour la foudre. Voilà, en plus. Donc, comme c'est des trucs très hauts, hein, donc c'est des roues très hautes, donc comme c'est des roues métalliques, donc c'est du métal, lorsqu'il y a un nuage orageux dans les parages, eh bien, la décharge de nuages orageux va se faire sur les pales de cette éolienne qui est une hauteur comme la foudre s'abat aussi sur les grandes tours des bâtiments, surtout comment on appelle ça, les gratte-ciel. Donc, il y a beaucoup comment dire, de descente de foudre sur les toits de ces gratte-ciel. Mais heureusement, il y a sur les toits, on a installé des parafoudres. Hein, donc, on installe des parafoudres qui relient donc ces tiges parafoudres plutôt paratonnerres, hein, donc ces tiges de paratonnerre qui sont installées sur sur les terrasses, de ces gratte-ciel, de ces bâtiments, qui sont reliés directement à la terre. Donc, ils vont évacuer donc l'énergie de la foudre directement à la terre sans créer de nuisance à l'intérieur donc de la tour, à l'intérieur des logements ou bien des bureaux. Ici, le problème est différent. Ici, c'est que l'éolienne en elle-même, donc l'ailette, c'est elle qui va attirer la foudre et donc la décharge de foudre va rentrer à l'intérieur donc du système donc de production. Elle peut endommager plus ou moins les bobinages des alternateurs ou des génératrices en général.
Donc, elles peuvent engendrer certains dommages, bien que la liaison est directe entre l'ailette vers l'arbre, ensuite de l'arbre vers le mât, qui est métallique, et le mât est relié à la terre. Donc, la majorité de l'énergie véhiculée par la foudre va être véhiculée donc vers la terre par donc l'ailette, ensuite l'arbre et le mât, hein, donc qui est relié à la terre. Donc voilà, mais c'est un problème, donc la foudre. Septième inconvénient, pendant l'hiver, on doit surveiller l'accumulation de neige et de verglas aussi. Donc en hiver, lorsque il y a des tempêtes de neige, ou bien la nuit lorsqu'il y a formation de verglas, donc ça va bloquer un peu les pales de l'éolienne, hein. Donc l'éolienne ne peut pas tourner lorsqu'elle est chargée de neige, ou bien lorsqu'elle est remplie de verglas, surtout sur les parties en rotation. Donc elle est bloquée par ce genre d'intempéries. Huitièmement, pour exploiter la puissance générée par un parc d'éoliennes, celui-ci doit être raccordé à un réseau électrique existant suffisamment fort à cause du problème de fréquence, pour que ce soit le réseau qui va imposer sa fréquence et qui va donc ajuster les fluctuations de la fréquence de l'éolienne, parce qu'on a dit la fréquence dépend de la vitesse. Donc voilà. Donc, celui-ci doit être accordé à un réseau électrique existant suffisamment puissant, suffisamment fort pour maintenir une tension et une fréquence constante. Voilà. Donc, la fréquence doit être constante, la tension doit être aussi égale à celle du réseau, évidemment. Vous l'avez fait pour ceux qui ont fait le TP numéro 4. Donc, vous avez vu que avant de faire le couplage au réseau d'un alternateur, on doit régler la fréquence. Donc, il faut que la fréquence de rotation de votre moteur d'entraînement soit égale à 50 Hz, qui est égale à la fréquence du réseau. Donc, il faut que la fréquence soit égale. On bat de la tension, on augmente l'excitation, on la tension de l'alternateur, la machine synchrone. Je parle du TP4, hein, pour ceux qui ont fait le TP4. On augmente la tension jusqu'à ce qu'elle soit égale à la tension du réseau, pour que le couplage puisse se faire normalement. Ensuite, il y a un troisième problème qui se pose lorsqu'on fait un couplage la première fois, c'est qu'il faut que les trois phases soient concordantes, c'est-à-dire les trois lampes donc du panneau de couplage, il faut qu'elles s'éteignent et qu'elles s'allument en même temps, hein, c'est-à-dire la concordance des phases entre les trois phases du réseau et les trois phases de votre alternateur. Voilà. Donc, un problème donc ici de tension et de fréquence. Dans les paragraphes qui suivent, nous limiterons notre propos aux éoliennes à axe horizontal. Parce qu'il y a des éoliennes عندهم un axe vertical comme ça, donc يدوروا هكذا. Il y a des éoliennes à axe vertical, donc يدوروا هكذا. هكذا c'est l'axe vertical, il tourne comme ça. Donc à axe horizontal, dans l'hélice est composé de trois pales. Donc il y a trois pales en général, et dont la puissance nominale est entre 100 kW et 1,5 MW. Regardez, ça peut monter jusqu'à 1,5 MW, c'est une puissance assez significative, hein. Donc, voilà, donc 100 kW, c'est beaucoup déjà, parce qu'en Algérie, à peu près, chaque maison a 5 kW. Donc, 100 kW, c'est à peu près 20 maisons, hein. Donc, ça peut une éolienne de ce type-là de 100 kW peut alimenter 5 habitations, 5 maisons de 5 kW chacun, sans problème.
Ici, c'est beaucoup plus. Hein, donc, si vous avez une centaine, 150 maisons ici, hein, donc à peu près. Hein. Vous pouvez, 20 fois 20, 10 fois 200, 300 maisons ici. Hein, 300 maisons que vous pouvez alimenter par cette puissance-là de 1,5 MW. C'est quand même significatif. Là, c'est une seule éolienne, évidemment. Donc, on a dit à 3 pales. Hein, 3 pales, ça veut dire que vous avez 3 pales. Wahda, zouj ou kain thalta hakda. Donc, elles sont disposées comme ça, qui met les trucs de Mercedes. Donc, qui met le triphasé. Wahda hna, wahda hakda 120 degrés, wahda hakda 120 degrés. Voilà à peu près comment elles sont conçues, les turbines éoliennes actuelles. Alors, cependant, la puissance de certaines éoliennes, elle peut atteindre 5 MW. Certaines. Les éoliennes sont généralement regroupées sur un même site pour constituer ce qu'on appelle un parc d'éoliennes. Donc, on met des centaines d'éoliennes côte à côte. Hein. Donc, quand on voit une zone bien ventée, assez régulier, on profite, on installe des centaines d'éoliennes côte à côte et évidemment, on les branche en parallèle pour multiplier la puissance. Hein. Donc, on branche les trucs en parallèle et on envoie à travers donc un transformateur, donc cette énergie au réseau, pouvant comprendre jusqu'à une centaine d'unités. Voilà, on va avoir jusqu'à 100 éoliennes en parallèle. Voilà. Bon, ici 5 MW, c'est le max. Ici, bon, on peut avoir plus, mais toujours est-il, quand on compare ça par rapport à l'énergie solaire, c'est beaucoup, mais lorsqu'on compare ça par rapport à l'énergie thermique, par exemple, thermique à vapeur ou à gaz, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, hein, parce que les centrales thermiques, c'est au moins 20 MW, hein, qui sont des petites centrales. Donc, c'est 4 groupes de 20 MW le wahid. Hein, donc, mais quand vous prenez par exemple la centrale du Hamma, c'est 2 groupes, le wahid il fait 175 MW. Hein, d'accord. Et si vous allez donc si vous allez du côté de Hajar Tannas, c'est un groupe peut faire jusqu'à 400 MW. Hein, jusqu'à 400 MW de puissance. Donc, la puissance des centrales thermiques est beaucoup plus grande que celle des centrales éoliennes, et qui, à son tour, est beaucoup plus grande que celle des centrales solaires. Voilà. Enfin, photovoltaïques, du moins. Pour extraire le maximum d'énergie du vent, la vitesse de rotation doit être dans un rapport spécifique avec la vitesse du vent. Donc, il faut que la vitesse du vent ne soit pas très élevée. Comme règle de base, mentionnons que la vitesse de l'extrémité des pales doit être comprise en 4 et 8 fois la vitesse du vent. Donc, le régulateur de vitesse, qui est ici, doit faire en sorte de multiplier donc c'est un multiplicateur de vitesse, là. Il doit multiplier donc la vitesse du vent avec un rapport donc de 4 à 8 fois. Donc la vitesse de rotation est égale à 4 à 8 fois la vitesse du vent. Bon, la vitesse du vent, on peut dire un maximum 15 mètres par seconde. Donc ici, il faut compter 15 fois 4. Si on prend 15 fois 4, c'est à peu près donc 60 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse de rotation de l'arbre. Donc, comme le vent utilisable peut varier dans une large gamme, donc le vent, lorsque c'est un vent faible, c'est environ 5 mètres par seconde. Lorsque c'est un vent très fort,
un maximum, pratiquement une tempête, c'est 15 mètres par seconde. Donc la vitesse de rotation de la turbine devrait idéalement être variable. On ne peut pas varier la vitesse du vent. Donc la vitesse donc, de la turbine va varier, donc la fréquence va varier, c'est un problème à résoudre tout le temps. Cependant, nous verrons que le type de technologie utilisée pour la génération d'électricité impose parfois une vitesse de rotation constante. C'est-à-dire pour c'est le cas des centrales hydrauliques, centrales thermiques, etc. Donc la vitesse de rotation doit être constante pour avoir la fréquence variable. Maintenant, pour l'éolienne, soit on trouve un moyen de réguler donc, cette vitesse-là, de façon à ce qu'elle soit plus ou moins constante, ou bien carrément, il y en a qui transfèrent cette énergie en continu directement. Quelle que soit sa fréquence, on la convertit en continu, on la transporte vers un centre, vers un centre de conversion continue alternatif. Et donc là, l'alternative va être donnée. Il ne sera pas donné par l'alternateur, mais il va être donné par le convertisseur d'électronique de puissance, c'est-à-dire les thyristors qui vont donner donc une tension alternative avec tous les comment on appelle ça, tous les harmoniques, toutes les perturbations qui sont liées à cela. Donc voilà. Voilà donc la technologie. On prend un exemple ici. L'exemple, il faut bien le faire, il faut bien le comprendre parce que il est fort possible que vous ayez un exercice de ce type-là pendant l'examen final. Voilà. Donc, on prend une turbine éolienne de 400 kW. C'est la puissance nominale quand on donne une valeur d'une turbine ou d'une machine quelconque. Donc, ce sont des valeurs nominales que l'on donne. 400 kW, donc c'est une très grande puissance. 400 kW, c'est beaucoup. Il faut dire qu'une maison, il faut prendre juste une maison, elle consomme environ 5 kW. 5 kW, et ça suffit pour une maison alimenter tout ce qu'il y a, d'appareillage électrique. 3 pales. 3 pales, c'est la turbine, donc 3 électres. Est conçu pour fournir sa puissance nominale, c'est-à-dire la puissance nominale, pour un vent de 15 mètres par seconde. Donc on prend le vent maximum. Les pales ont une longueur de 14 mètres. 14 mètres, les pales. Et la vitesse nominale de la turbine est 48 tours par minute. Ça, c'est la vitesse de rotation donc, de la turbine, avec les réducteurs de vitesse, évidemment. Alors, la longueur 14 mètres, vous savez, c'est beaucoup, 14 mètres, c'est à peu près 4 étages de bâtiment. Donc, si je prends une ailette, la pale, un pale, donc 14 mètres comme ça, vers le haut, et 14 mètres vers le bas, parce qu'il doit tourner dans les deux sens. Enfin, il va tourner en haut et en bas, donc il va avoir de l'espace, donc il va avoir 14 mètres en haut, 14 mètres en bas, ça fait 28 mètres. Et si vous savez que la hauteur à peu près d'une maison, c'est à peu près 4 mètres, n'est-ce pas? 4 mètres, donc 7 fois 4, 28, c'est à peu près un bâtiment de 7 étages. Donc la hauteur donc, des pales, elle va atteindre à peu près la hauteur de 7 étages. Donc c'est comme si vous avez installé un bâtiment de 7 à 9 étages. Donc il faut laisser de l'espace pour que les gens puissent passer. Donc on ne va pas mettre la rotation juste au ras du sol. Donc on doit monter au moins à 2-3 mètres. Donc ça va vous faire entre l'équivalent d'une éolienne comme ça, elle va faire à peu près la hauteur d'un bâtiment, environ 7 à 9 étages. 7 à 9 étages, c'est haut, c'est haut. Donc, voilà. Alors, premièrement, calculer la surface balayée par les pales. Donc, la surface des pales, la longueur, etc.
Donc, on peut déterminer la surface. La puissance du vent disponible pour actionner la turbine. Donc, voilà. Donc, alors, la puissance du vent disponible pour actionner la turbine. Donc, on calcule la puissance. Donc, ça, c'est la puissance électrique. Hein. Donc, il faut passer de la puissance électrique vers la puissance donc, mécanique. Ensuite, le rapport en pourcent entre la puissance électrique et la puissance du vent. Donc, c'est un peu le rendement, quoi. Entre la puissance du vent et que vous allez calculer ici par rapport à la puissance électrique qui est donnée ici. Donc, vous allez avoir le rendement de votre centrale. Donc, la vitesse de l'extrémité des pales, donc c'est la vitesse des pales à l'extérieur, donc la vitesse de rotation, et le rapport entre la vitesse de l'extrémité des pales et la vitesse du vent. Donc, c'est la dernière question. Donc, la solution est toute simple. Hein. Donc, la surface donc, balayée par le vent, c'est pi r carré, le rayon le rayon. Donc, c'est pi fois le rayon au carré, pi fois 14 mètres au carré, ça va donner donc une surface de 616 mètres carrés, donc qui est balayée par les pales. Hein. Donc, cette surface-là qui est balayée par les pales. Donc, c'est la surface totale hein, de 14 mètres de rayon. Deuxièmement, la puissance du vent, nous avons cette formule-là qu'il faut appliquer, P égale V 0,6 V au carré, 0,6 V au carré, donc on l'applique directement, et on a donc 0,6 fois V, donc V c'est la vitesse du vent, c'est 15 mètres par seconde, donc 15 mètres au cube fois 0,6, je vais obtenir donc 2025 watts par mètre carré. C'est l'équation 2. Donc, c'est une application directement de l'équation. Donc, là, par mètre carré, et on a 616 mètres carrés. Donc, je multiplie la puissance disponible pour faire tourner la turbine, donc la puissance totale, c'est la puissance par mètre carré, c'est la puissance totale. Donc, je multiplie la puissance unitaire ici par la surface totale, 616. Je vais avoir 1247 kW, c'est-à-dire 1,24 MW. C'est une très grande puissance. 1,247 MW. Voilà. Donc, c'est le rapport donc, entre les puissances. Donc, c'est le rendement, c'est la puissance électrique obtenue, 400 kW, divisé par la puissance fournie par le vent. Donc, la puissance fournie par le vent, c'est 1247 kW. Vous voyez que c'est le rendement. Hein, donc, le rapport des puissances, c'est égal à 0,32, c'est-à-dire le rendement est de 32%. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait dit que le rendement, c'est entre 30 et 40%. Donc, ici, le rendement entre la puissance du vent et la puissance électrique obtenue, qui est là, donc est égal à 32%. Ça, c'est le rendement de la centrale ou bien de l'éolienne. Donc, la circonférence du cercle décrit par l'extrémité des pales, donc la circonférence, le muhit, c'est 2 fois pi fois r. Le rayon, on a 14 mètres. Donc, la circonférence, le tour les pales externes, donc c'est 88 mètres. Hein, donc, c'est la circonférence. Les pales. Et la vitesse à l'extrémité des pales, donc c'est la vitesse, donc c'est C, donc cette circonférence multipliée par donc les tours minutes, donc la vitesse en tours minutes, c'est 48 tours minutes.
48 tours minutes, c'est donc la vitesse nominale de la turbine. Donc la vitesse nominale de la turbine fois la circonférence. Donc on va avoir, 4224 mètres par minute. Mais sur la surface, hein, c'est-à-dire une vitesse de la surface, donc à l'extrémité des pales, de 253 km à l'heure. Voyez-vous comment elle est importante, donc la vitesse à l'extérieur. Donc 253 km à l'heure. Donc au niveau de l'arbre, vous avez donc 48 mètres par seconde. Hein, donc vous avez 48 tours plutôt par minute. Ça paraît peu, mais lorsqu'on convertit à l'extrémité, on obtient donc une vitesse de 253 km à l'heure, qui est une vitesse assez importante. Donc celui qui s'accroche sur les ailettes, il va avoir une vitesse terrible. Hein. Donc si vous accrochez quelque chose sur les ailettes, sur le sommet des ailettes, il va avoir une vitesse beaucoup plus grande qu'ailleurs. D'où le rapport, donc, vitesse à l'extrémité des pales sur la vitesse du vent, donc c'est 70,4 mètres par seconde qui est là, divisé par la vitesse du vent à 15 mètres par seconde, donc c'est un rapport de 4,7. Donc la vitesse à l'extrémité des pales est multipliée par environ 5 fois donc la vitesse du vent. Voilà un peu un exercice typique. Hein, donc c'est un exercice typique sur les centrales éoliennes. Fort probablement, vous allez avoir un exercice comme celui-là pendant l'examen. Donc vous devez voir faire cet exercice. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, voilà, donc vous dites à vos camarades que cet exercice doit être pour l'examen final. Alors, les technologies de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne. Donc là, on a plusieurs approches, plusieurs technologies. Ici, on a énuméré 5 techniques, 5 méthodes qui sont utilisées pour produire de l'électricité à partir du vent. Turbine, d'abord, qui entraîne une génératrice à courant continu. Donc, vous avez une génératrice à courant continu, comme ici. Turbine entraînant une petite génératrice à courant continu. Donc, c'est une génératrice à courant continu, une énergie mécanique continue. Donc, vous allez avoir plus et moins. Donc, vous chargez des batteries pour la stocker. On peut charger les batteries pour stocker cette énergie. Ou bien alimenter une charge à courant continu. Donc, une charge à courant continu. Bon, il n'y en a pas beaucoup maintenant, mais l'industrie a besoin de ça. Hein. Elle a besoin, ou à la limite, qu'est-ce qu'on fait? On installe ici, au lieu d'une charge à courant continu, on installe ici un onduleur. Donc il va convertir cette tension continue en tension alternative 50 Hz. On a un transformateur, et on l'envoie vers les utilisateurs sous forme de tension alternative 50 Hz. Voilà. Donc, c'est une génératrice à courant continu. Parce que elle marche quelle que soit la vitesse du vent. Donc, elle vous donne une tension. Vous augmentez le vent, elle vous augmente la tension. Vous baissez, elle vous baisse la tension, mais toujours, c'est une tension qu'on peut exploiter. D'ailleurs, la tension ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'on peut à la limite l'augmenter et la rabaisser, mais la vitesse et la fréquence,
si on met ici une machine donc à fréquence variable, c'est-à-dire une machine synchrone ou asynchrone, on aura un problème de fréquence qui est plus difficile à régler. Bien. Donc, premier cas, donc une turbine qui entraîne une génératrice à courant continu. Deuxièmement, turbine qui entraîne une génératrice asynchrone. Donc, c'est le moteur, c'est une machine asynchrone à vitesse constante. Donc, moyennant le glissement. Moyennant le glissement, donc cette machine-là, donc cette machine asynchrone va donner plus ou moins une fréquence constante, avec aussi les aléas que possèdent les machines asynchrones fonctionnant en génératrice. Et troisièmement, turbine entraînant une génératrice asynchrone à vitesse variable. Donc, lorsque vous variez la vitesse, vous variez la fréquence. Machines asynchrones, elles sont robustes par rapport aux efforts mécaniques, aux rafales de vent, aux vibrations, etc. Ils sont plus robustes dans leur constitution que les génératrices à courant continu, qui sont de technologies plus ou moins fragiles et surtout qui présentent aussi le problème d'avoir donc un système de balai et collecteur et donc susceptible de générer des perturbations de bord dans l'énergie électrique, mais surtout aussi demande de la maintenance et aussi elle demande aussi une vigilance par rapport donc aux incendies qui peuvent en découler de ces parties en frottement. Voilà. Donc ensuite, quatrième cas, vous pouvez mettre une turbine entraînant une génératrice asynchrone à double alimentation à vitesse variable. Voilà ce que font les gens aujourd'hui, en général ceux qui font la recherche sur les centrales éoliennes, donc sur les groupes éoliens. Donc ils utilisent donc des génératrices asynchrones à double alimentation et à vitesse variable. Ensuite, donc à la fin, vous avez le classique, la production hydraulique et thermique, c'est une génératrice synchrone, donc un alternateur. Quand on dit une génératrice synchrone, ça veut dire un alternateur, c'est la même chose. Un aimant permanent, donc le rotor, il a des aimants permanents, donc ce n'est pas un bobinage d'excitation, et à vitesse variable, évidemment, puisque la vitesse, c'est le vent qui va imposer cette vitesse-là. Voilà un peu les 5 cas comment dire, d'accouplement des turbines éoliennes avec donc des génératrices de différents types, donc continu, asynchrone et à la fin synchrone. Donc c'est en fonction de l'utilisation, en fonction de l'éloignement, en fonction de la vitesse des vents, etc., que l'on choisit donc une des cinq formules donc de conversion de l'énergie mécanique sur les ailettes en énergie électrique à la sortie donc de la génératrice. Donc les principaux éléments de base, donc ils sont là. Pour la turbine éolienne qui entraîne une génératrice à courant continu, donc on les voit sur la figure 6. Donc on voit les pales de la turbine. 1, c'est les pales. Donc ici, la figure 6, 1, c'est les pales. Donc il y a 3 pales. Donc, puisque c'est une vue de face. Évidemment, les pales 1, donc de la turbine couplée à la génératrice à courant continu. 4, c'est la génératrice à courant continu, un VIA. Donc une génératrice à courant continu, le plus, on est la sortie en moins ici. À travers une boîte de vitesse, donc un régulateur de vitesse, numéro 3. En général, c'est c'est un système de boîte à vitesse qui ressemble à celle des voitures. Donc, pour augmenter la vitesse, on augmente ici le diamètre des
des pignons, donc comment dire, d'accouplement entre l'éolienne et l'arbre de la génératrice. Donc, c'est une boîte à vitesse qui ressemble un peu à celle des voitures. Hein. Donc, la voiture, vous mettez donc des différents engrenages. Hein. Vous avez différents engrenages de la faible vitesse qui a un grand rayon de rotation vers la grande vitesse où vous avez un engrenage à faible rayon, donc à vitesse plus grande. Évidemment, donc le couple va changer. Donc, vous avez le couple le plus fort, c'est lorsque vous êtes à faible vitesse. Hein. Donc, lorsque vous augmentez la vitesse, donc la vitesse augmente, mais le couple va baisser parce que la longueur de votre arc, plutôt de votre comment on appelle ça, de votre accouplement est plus faible. Donc voilà, c'est la boîte de vitesse. La génératrice et la boîte de vitesse sont logées dans une nacelle supportée par une tour de une nacelle. La nacelle, donc c'est tout le truc qui est là, comme ça. Dans un truc comme ça en plastique. Hein, donc là, c'est couvert, on appelle ça la nacelle. Le mât de la tour, c'est le mât. On appelle une tour ou là un mât de fixation pour le fixer. Sur le sol. Donc, nacelle supportée par une tour 2, la boîte de vitesse augmente la vitesse de la turbine par un facteur de 20 à 30. Donc, le régulateur de vitesse, il peut augmenter la vitesse de 20, la vitesse du vent, évidemment, de 20 à 30 fois. Donc, lorsque vous avez une vitesse de vent de 10 mètres par seconde, il peut l'augmenter à 30 mètres par seconde. Hein, d'accord. Ce qui permet d'utiliser donc une génératrice commerciale à haute fréquence, donc des dimensions réduites. Donc voilà où en est la technologie des éoliennes aujourd'hui. Ensuite, l'énergie produite par une génératrice est stockée dans une batterie. Donc, comme c'est du continu, donc on peut la stocker dans des batteries, mais le stockage dans des batteries n'est pas souhaité. Pourquoi? Parce que excusez-moi. Donc, pourquoi? Parce que les batteries, lorsqu'on stocke, on en met beaucoup et elles fonctionnent avec des acides, hein, donc des produits chimiques nocifs qui sont très mauvais pour l'environnement. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas très souhaité. Hein. Ce n'est pas trop souhaité de stocker l'énergie dans des batteries comme ça. Mais en cas de nécessité, les gens le font, évidemment. Donc, alors, dans une batterie qui régularise la tension et fournit une alimentation stable à la charge courante continue. Donc, c'est comme la batterie d'une voiture. Hein, donc, on stocke et ensuite on l'utilise en cas de besoin pour les voitures, pour démarrer, surtout les véhicules, ou bien pour l'utiliser lorsqu'on est à l'arrêt. Utiliser donc les accessoires, évidemment. Maintenant, ici, en général, ce n'est pas ça qu'on fait, parce que les charges à courant continu, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein, donc, pour l'instant, toutes les charges domestiques que sont les lampes d'éclairage, les frigos, les machines à laver, les climatiseurs, les appareils aussi de cuisine, batteurs, mixeurs, etc. Tout ça fonctionne à l'alternative. Hein, donc, il n'y a pas de charge en continu en domestique, donc dans les maisons, mais ni aussi en industrie, parce qu'en industrie, les grandes charges de l'industrie, c'est des moteurs asynchrones. Donc, c'est des moteurs asynchrones qui fonctionnent en alternatif aussi. Donc, l'idéal ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait ici, donc à la sortie continue,
Donc, on installe, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc un onduleur qui convertit donc l'énergie en continu. Il la convertit donc en énergie alternative 50 Hz et ensuite il l'envoie aux utilisateurs. Voilà. Même lorsque le vent tombe, alors, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de vent, donc on a l'énergie stockée ici. Bon, ce type d'éolienne qui a généralement une puissance limitée à quelques kilowatts seulement est utilisé dans les régions éloignées où l'électricité n'est pas disponible. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas, donc le réseau, donc où il n'y a pas de réseau, donc c'est juste pour l'utilisation locale, comme comment dire, les installations ou bien les habitations sur les sommets des montagnes, etc., les auberges et tout. Donc, on peut avoir un truc de ce type-là, et puis on s'arrange à ce que l'électroménager fonctionne en courant continu, ce qui est possible aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'éclairage. Hein. Donc, on peut alimenter les lampes d'éclairage d'aujourd'hui en courant continu sans problème, notamment les LED. Voilà. Donc, ça, c'est un cas particulier. Elle permet d'alimenter, par exemple, quelques lampes de 12 volts et un téléviseur branché sur un convertisseur CCCA. Donc, c'est courant continu vers le courant alternatif, c'est-à-dire le convertisseur CCCA, on appelle aujourd'hui l'onduleur. Hein. Donc, il faut un onduleur, évidemment, pour avoir donc l'alternative et alimenter un téléviseur. Mais les lampes, bon, on peut trouver des lampes à courant continu. Hein. Par exemple, les lampes qu'on utilise dans les véhicules. Hein, donc il y a des lampes assez puissantes, les lampes des phares, les lampes des feux de croisement, etc. Ce sont des lampes qui fonctionnent à 12 volts continu, hein, donc elles fonctionnent à 12 volts continu et qui donnent une lumière assez puissante. Hein. Donc, on peut utiliser des lampes à 12 volts, c'est les lampes des voitures, des véhicules, mais on peut utiliser aussi des lampes à 24 volts, que sont les lampes des camions et des bus, etc. Donc, c'est des lampes encore plus puissantes. Hein. Donc, pas de problème pour ça. Donc, le type, cette configuration, c'est beaucoup plus pour les zones éloignées, c'est-à-dire les trucs, installations, les îles, là où il y a les îles, ou là, comment on appelle ça, les phares donc d'orientation des bateaux, etc., ou bien dans les auberges et les centres de, comment dire, centres de vie ou d'expérimentation qui sont sur les hauteurs des montagnes. Donc, on peut avoir donc une alimentation autonome comme ça, avec une centrale de ce type-là, et comme en général au bord de mer, donc au niveau des îles, il y a du vent, et au niveau aussi des montagnes, des hautes montagnes, donc vous avez du vent, et c'est une solution quand même acceptable et agréable. Bien, donc ensuite, vous avez la turbine éolienne entraînant une génératrice asynchrone à vitesse constante. Donc, aujourd'hui, donc la tendance, c'est vers l'utilisation des turbines éoliennes qui entraînent donc des génératrices asynchrones à vitesse constante ou la vitesse variable, selon le cas. Donc, cette question-là, je vais la laisser pour la séance prochaine. Parce que ça parle beaucoup sur les génératrices asynchrones. Donc, voilà. Donc, le gros, c'est l'asynchrone. Donc, on le laisse pour la séance prochaine. Hein. Donc, vitesse variable. Asynchrone. Asynchrone, vitesse variable. Et asynchrone à vitesse constante. Donc, on va voir ça. Bon, les machines synchrones, ce n'est pas la peine de les voir parce que c'est ce qu'on a vu. C'est le même type d'alternateur. On les appelle alternateurs. C'est ce qu'on a vu dans les centrales thermiques
à gaz et à vapeur, et c'est ce qu'on a vu aussi dans les centrales hydrauliques. Hein, donc, ce sont des génératrices synchrones. Donc, ici, on verra donc la prochaine fois donc les génératrices asynchrones à vitesse constante et à vitesse variable. Et on va terminer donc avec cette partie importante. Hein, cette partie importante. Et donc, la prochaine fois, peut-être ça sera après les vacances. Hein, donc, ce sera après les vacances. Et donc, ceux qui auront préparé leur présentation, donc on va continuer le cours et en même temps, on va donner donc la place aux présentations. Donc, je vous suggère d'être parmi les premiers qui vont présenter. Et donc, pendant les vacances, j'attends à ce que vous m'envoyez, chacun m'envoie son travail sous forme de PowerPoint. Donc, je vais vous faire en tous les cas un message, hein, donc un mail explicatif sur la procédure. Voilà, donc si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et de passer aussi un bon mois de jeûne dans comment dire, dans le travail toujours et dans la santé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, merci. Sinon, allez, alors, je vous remercie.